Parmi les innombrables récits criminels, certains attirent plus l'attention que d'autres. La mort de Caroline Ann Dickinson en 1996 est l'une de ces histoires totalement insolite en soi. Elle est également devenue le point de bascule emblématique concernant l'utilisation du génie génétique dans les analyses médico-légales en France. Mais cela n'est arrivé que grâce au combat inlassable d'un père révolté par l'assassinat de sa fille adolescente. Un récit effrayant qui va nous montrer, une fois de plus, comment nos enfants peuvent être en danger là où ils devraient être en sécurité. Je suis Marcos Campos, bienvenue à tous. Si vous aimez les histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, au moins 3 nouveaux épisodes, parfois plus. Si vous le pouvez, rejoignez aussi notre club de membres, car cela aide directement à la production. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Il suffit de laisser un like et un commentaire, cela aidera déjà beaucoup la chaîne, d'accord? Message transmis. Passons aux faits. En 1996, Caroline Ann Dickinson vivait avec sa mère, Susan Dickinson, une infirmière divorcée de 38 ans, ainsi qu'avec sa sœur Jenny, âgée de 11 ans. La jeune fille était une excellente élève au Launceston College, là-bas en Angleterre. Et elle sera toujours rappelée pour son amour des arts et de la musique, des activités auxquelles elle se consacrait avec talent. Même adolescente, Caroline était très mince, très timide, et sa meilleure amie était sa sœur. Autrement dit, ses relations à l'école étaient superficielles. Les filles de sa classe n'étaient que des camarades d'école. Son père, John Dickinson, âgé de 39 ans, travaillait au conseil du district de North Cornwall. Et sa fonction était liée à la protection de l'environnement. Très bien, une famille heureuse qui offrait une excellente base académique à ses filles et investissait également dans leur développement personnel. C'est pourquoi Susan Dickinson, la mère, a permis à sa fille de participer à ce voyage international organisé par l'école. Il y aurait 40 élèves et 5 professeurs lors d'une excursion là-bas en France. C'était une excellente occasion pour l'épanouissement de Caroline. Et comme on pouvait s'y attendre, en tant que mère inquiète, Suzanne a eu une conversation privée avec l'une des professeurs de sa fille et lui a demandé de garder un œil sur la jeune fille, car c'était le premier voyage de Caroline seule, sans ses parents. En réalité, ce fut le premier et le dernier voyage de l'adolescente qui est rentrée dans son pays dans un cercueil. Malchance, fatalité ou négligence ? La région de Bretagne, qui se trouve à l'ouest de la France, a autrefois été le foyer d'immigrants de Grande-Bretagne, d'Angleterre. Cela a beaucoup de sens, n'est-ce pas? Donc c'est cet endroit qui a été choisi pour le voyage des enfants du collège anglais Launceston College. Le 17, le dernier jour de sa vie, Caroline est allée, avec le reste des élèves et des professeurs, visiter le Mont-Saint-Michel, qui est un site touristique très célèbre et vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir ici. Caroline a séjourné dans une auberge de jeunesse installée dans une ancienne gare, dans la chambre numéro 4, au premier étage. Elle y est restée avec 4 autres filles. Et cette nuit-là, avant de s'endormir, les adolescentes ont discuté avec enthousiasme et ont admiré le ciel étoilé, bien visible là-bas pendant les nuits d'été. Elles ont même chanté une comptine appelée « Brille, brille, petite étoile », que je pense que tout le monde connaît, car elle est universelle, n'est-ce pas? Dans la nuit du 17 au 18 juillet 1996, selon le témoignage ultérieur de 2 des 4 filles qui partageaient la chambre avec Caroline, elles ont entendu des gémissements et des coups et l'ont vu bouger dans son sac de couchage sur le sol. Cependant, elles n'ont rien fait. Les filles se sont rendormies, concluant que leur camarade faisait simplement un cauchemar soudain. Amy White, qui était une camarade lors du voyage en Bretagne en juillet 1996, dormait dans un dortoir en face de celui du crime. Elle a témoigné au procès de l'homme accusé d'avoir tué Caroline et a raconté qu'elle avait fait la rencontre d'un inconnu à l'air louche, lorsque, avec 2 camarades de classe, elle s'était rendue aux toilettes ce jour-là, à l'auberge, plus tôt dans la soirée où tout s'est passé. Selon elle, l'homme avait entre 30 et 40 ans. Il avait les cheveux longs et ébouriffés, et il paraissait aussi très négligé avec ses sourcils épais et très caractéristiques,
a-t-elle déclaré. L'homme a dit quelque chose qu'elles n'ont pas très bien compris. Puis, il a ri doucement pour lui-même et il est descendu les escaliers, s'éloignant d'elle. Les filles n'ont alors simplement continué ce qu'elles faisaient, puis sont allées dormir. Les enquêteurs de l'affaire, en recueillant les témoignages de toutes les personnes présentes dans la maison, ont appris que l'une des professeurs avait entendu des pas se dirigeant vers la chambre numéro 4, au premier étage, vers 4 heures du matin, puis à nouveau sur le trottoir de gravier, partant vers 4h45 du matin. Et face à ce fait que je viens de raconter, il est impossible de ne pas réfléchir, et je vous invite à y penser aussi. Voyez, 40 élèves, tous mineurs et sous la responsabilité de 5 adultes. L'un de ces adultes entend des pas à 4 heures du matin, alors que tout le monde devrait dormir, et il ne va pas vérifier ce qui se passe. De quoi s'agissait-il? Hum, c'est plutôt suspect, non? Vous savez ce que la police a aussi découvert? Que la porte du logement était en permanence déverrouillée. C'était censé répondre à une loi française concernant les incendies. Autrement dit, une issue de secours en cas d'incendie accidentel dans le logement ou même en cas d'incendie non accidentel, n'est-ce pas? Et pardonnez-nous si vous pensez autrement, mais c'est vraiment une énorme bêtise, n'est-ce pas? Dans un autre récit criminel du même pays, nous avons trouvé des circonstances très similaires. Cependant, la victime était un garçon de 9 ans, Jonathan Colum. Ainsi, malheureusement, les amis, ces événements scolaires étaient une véritable aubaine pour différents types de prédateurs. Cette histoire de loi qui fixe des règles, c'est comme vouloir cacher le soleil avec un tamis, non? Vous fixez un problème et vous oubliez tous les autres qui peuvent même surgir à cause de celui que vous venez de mettre un pansement. C'est complexe, n'est-ce pas? Eh bien, beaucoup d'enfants, peu de moniteurs, un va-et-vient incessant et constant de personnes, de grandes auberges et des portes ouvertes, 24 heures sur 24. Un espace sans la technologie des caméras de surveillance ni aucun autre système de sécurité. Comme déjà dit ici, c'est un vrai festin pour un prédateur à l'affût, non? Pour revenir au récit, lorsque le corps de Caroline a été retrouvé, révélant le crime qui lui avait coûté la vie, la police scientifique et le médecin légiste ont effectué les examens nécessaires pour identifier les responsables. Les preuves montraient que la jeune fille s'était beaucoup débattue contre son agresseur et que celui-ci ou ceux-ci l'avait asphyxiée avec un tampon de coton placé dans sa bouche comme un bâillon ou un silencieux. Eh bien, après ces enquêtes préliminaires, le corps de Caroline a été rapatrié et quelques jours plus tard, ses funérailles ont eu lieu à l'église Sainte-Marie-Madeleine dans la ville de Cornwall, sa ville natale, là-bas en Angleterre. Il n'y avait pas de témoins oculaires. Les collègues et une professeure ont fourni des informations pertinentes à l'enquête et en même temps effrayantes. Quand on pense que le criminel pourrait être quelqu'un du groupe ou même de l'auberge. Ou alors, je me demande, un inconnu pourrait-il être aussi incroyablement audacieux à ce point? S'introduire dans le dortoir, violer et assassiner une adolescente alors que ses témoins dormaient juste à côté? Eh bien, les gars, les policiers conscients ont prélevé des échantillons d'ADN sur les vêtements de la jeune fille. Ils les ont d'abord comparés au matériel génétique des élèves, professeurs et employés de l'auberge, puis à celui des habitants de la ville. Un travail lent, coûteux et qui malheureusement n'a pas permis d'identifier le responsable du crime. La science médico-légale en France. En 1996, à l'approche du nouveau siècle, la France accusait un grand retard en génie génétique, comparé au Royaume-Uni, aux États-Unis et à beaucoup d'autres pays. La police française n'utilisait pas systématiquement l'ADN pour identifier les victimes ou les suspects. Et il n'existait pas de base de données de criminels pouvant être consultées dans des affaires criminelles comme celle-ci. Je me demande, vous voyez, les gars, de nos jours, il y a encore beaucoup de crimes comme ça qui parfois restent non résolus. Même si aujourd'hui on a des bases de données connectées, tu imagines quand rien de tout cela n'existait? Dans une situation comme celle-là, où il n'y avait pas de caméra de surveillance, pas de base de données acide désoxyribonucléique, rien du tout. Mec, ça devait être quelque chose de terrifiant, non? Eh bien, à cette époque-là, une source proche de l'enquête a déclaré ceci.
notre tradition d'enquête est dit moins ancrée dans les preuves scientifiques que celle des Britanniques. Et il existe une sorte de méfiance innée envers la science parmi les classes intellectuelles françaises. Bien sûr, les gars, aujourd'hui ces Français-là, qui ont dit ça, seraient évidemment traités de négationnistes, de complotistes, de chauffeurs de taxi, de taxidermistes, et ainsi de suite. Mais regardez bien, si l'enquête ne se base pas, les gars, sur des preuves scientifiques, elle va se baser sur quoi? Sur des témoins qui peuvent se tromper et se trompent. Tout cela dépend beaucoup de l'habileté et de la dextérité de la personne qui mène l'interrogatoire policier. Un mot que le gars utilise, une suggestion qu'il fait, peut complètement détourner l'attention. Donc les témoins, évidemment, ils sont fondamentaux, au point d'être indispensables dans un procès ou une enquête. Mais quoi d'autre? L'instinct de l'enquêteur, n'est-ce pas? On ne peut pas vraiment lui faire confiance, n'est-ce pas? Quelle déclaration complètement hors contexte, malheureuse, n'est-ce pas? Un sacré tir dans le pied. John Dickinson. Félicitations à monsieur John Dickinson, le père. Car c'est sa détermination qui a aidé qui était là, aidant le ministère public et le gouvernement britannique avec la couverture massive des médias qui ont forcé la justice française à investir des ressources dans la chasse à l'assassin de la fillette britannique. Ainsi, le premier enquêteur principal désigné pour l'affaire a été remplacé, et l'enquête s'est élargie et a franchi les frontières, atteignant plusieurs pays européens. Au terme de ce travail, 3600 échantillons d'ADN ont été prélevés et 10 000 personnes interrogées. Et réfléchissons ici au fait que les probabilités indiquaient un criminel récidiviste expérimenté qui avait peut-être déjà eu affaire à la police. Il faudrait recueillir des données sur des cas similaires et croiser ces noms avec ceux des résidents, travailleurs ou voyageurs présents en France à la date du crime. Des clients d'hôtels, des auberges, des dépenses par carte de crédit, d'éventuelles amendes de circulation et ainsi de suite. Personne au comportement inhabituel le jour du crime. Bref, les gars, un abécédaire qui demande beaucoup de volonté et qui doit être fait de manière très bien faite pour que ça fonctionne. Mais c'est ce qu'il faut faire lors d'une enquête, non? Eh bien, c'était un travail de fourmi. Il fallait réduire le nombre de suspects à soumettre à des interrogatoires de policiers, n'est-ce pas? Des tests au détecteur de mensonges et, bien sûr, des analyses d'ADN. Et ici, les gars, bien sûr, on n'est pas des spécialistes, n'est-ce pas? Mais un examen avec le séquençage complet de l'ADN, comme se fait dans les tests de paternité par exemple, actuellement, peut prendre 2 semaines. Autrement dit, il fallait beaucoup de temps avant d'obtenir les réponses. Eh bien, en 1998 déjà, le Parlement français a approuvé la proposition de création d'une base de données d'ADN. 2 ans plus tard, en 2000, le président de l'époque, Jacques Chirac, a publié un décret à ce sujet. Et par la suite, les lois se sont élargies, permettant l'enregistrement de l'ADN des personnes soupçonnées de crimes sexuels passibles de 3 ans de prison. Ainsi, en vérifiant les signalements d'agression dans les auberges de jeunesse à travers toute la France, le chef de l'enquête a établi une liste de 100 suspects. Et un certain Francisco Arce Montes figurait parmi eux, un Espagnol décrit comme un vagabond, qui travaillait parfois comme serveur. Et ce type-là était suspecté de plusieurs agressions contre des jeunes filles, non seulement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Comme vous vous en souvenez, je viens d'évoquer les retards en sciences médico-légales, n'est-ce pas? Cependant, les sources mentionnent plusieurs autres problèmes dans cette enquête. Par exemple, des failles impliquant la Corporation policière internationale, des affaires d'Interpol, et non celles des policiers français et britanniques. La police espagnole a également échoué en n'informant pas immédiatement que Francisco Arce Montes avait une condamnation pour abus dans son pays. Avec cela, et avec toutes ces difficultés mentionnées, sa capture en 2001 a été une coïncidence. C'est ça. Et cela n'est arrivé que parce qu'un employé de l'immigration des États-Unis a lu un article dans un journal britannique à l'aéroport de Détroit, nommant Arce Montes comme recherché pour interrogatoire. Alors, par acquis de conscience, il a recherché le nom dans les bases de données de l'immigration et a découvert que l'Espagnol au casier judiciaire chargé était détenu à Miami sous des accusations de comportement obscène. Des années plus tard, lorsqu'il a été jugé,
Il a été révélé qu'au moment de son arrestation dans l'auberge de Miami Beach, en Floride, il possédait une petite paire de ciseaux en argent qu'il utilisait pour couper les sous-vêtements de ses victimes pendant leur sommeil. Il a été extradé vers la France afin de répondre de l'agression et du meurtre de Caroline. Mais il avait à son actif d'autres histoires effrayantes, dont une agression commise en Espagne en 1997, dont la victime était également une jeune fille dans un complexe ou un camp de vacances. Il est également important de vous informer qu'il avait été interrogé par la police française 2 ans avant son arrestation, en 2011, lorsqu'il avait tenté d'enlever une étudiante irlandaise. Et cette affaire a été terriblement effrayante. Et c'est Alain Jacques, le frère de la victime, qui a raconté les événements. Tout a commencé quand l'agresseur espagnol a remarqué la jeune Irlandaise de 14 ans pendant une sortie scolaire à Paris. Précisément lorsque Valérie Jacques était en pique-nique avec des amis. Obsédé par la jeune fille comme un véritable malade, Francisco Arce Montes a suivi les élèves jusqu'à la ville de Blair, un trajet de 209 km, jusqu'à l'hôtel dans la vallée de la Loire où les élèves étaient hébergés. Eh bien, enlevé. Valérie est allée se coucher cette nuit-là et s'est réveillée vers 2h30 du matin en entendant un homme appeler son nom. Il avait fouillé dans ses sacs et trouvé ses cahiers où son nom était inscrit. D'abord, il a parlé en français, mais ensuite, il a demandé en anglais si elle pouvait sortir et l'aider à réparer la voiture. Elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose de terriblement anormal là-dedans et elle a crié. 5 autres filles dormaient dans la chambre. Puis il s'est enfui en courant. Les professeurs et le personnel de l'hôtel ont été informés. Et la nuit suivante, comme il n'y avait pas de serrure à la porte, les filles se sont enfermées dans la chambre, bloquant la porte avec une commode. Elles l'ont fait de manière formelle, car personne ne croyait qu'il, l'intrus inconnu, reviendrait. Mais devinez quoi? Eh bien, il est revenu. À 2h30 du matin, Valérie a de nouveau entendu le vaurien audacieux pousser la porte et appeler son nom. Elle a couru vers le coin le plus éloigné de la pièce et les autres filles se sont réveillées puis ont appelé la police. Plus tard, on lui a demandé de l'identifier. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas reconnaître son visage parce qu'il faisait sombre, mais qu'elle avait reconnu la voix du vaurien. Francisco Arce Montes a été arrêté et reconnu par Valérie, mais il a ensuite été relâché avec un simple avertissement. Tu te rends compte ? Une fille de 14 ans harcelée 2 nuits de suite par un inconnu dérangé, et il s'en sort comme ça, libre, léger et sans souci, avec juste un avertissement. C'est carrément bizarre, non ? Imaginez la peur constante de cette fille depuis ce jour-là. Les années ont passé jusqu'à ce qu'elle voie le visage de ce pervers affiché à la télévision. En lien avec l'affaire de Caroline Dickinson, Valérie Jacques a alors instantanément reconnu le mode opératoire de cet homme maléfique qui avait tenté de la kidnapper et de lui faire bien pire. Elle et sa famille ont aussitôt prévenu la police et signalé tous les faits que je viens d'évoquer. Et cela a évidemment pesé contre lui lors du procès. Procès et condamnation. Les amis, avant de passer au procès et à la condamnation, je dois juste faire une petite remarque. Ma voix est terriblement enrouée. Je dois sûrement avoir une voix très nasillarde parce que je suis encore en train de me remettre d'un rhume, d'accord? Je suis un peu sourd aussi, d'accord? C'est vraiment agréable aujourd'hui, mais on y va quand même, non? C'est juste pour ceux qui, éventuellement, trouvent la narration étrange. Mais pardonnez-moi, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ça marche? Bien. Lorsqu'il a été arrêté, Francisco Montes a alors déclaré aux enquêteurs qu'il avait eu une enfance misérable en tant que fils unique de parents de classe moyenne qui tenaient une épicerie de quartier. À l'adolescence, il est devenu obsédé par son hygiène et a montré des comportements typiques du trouble obsessionnel compulsif. À 20 ans, il s'est alors exhibé et a harcelé une voisine, ce qui l'a finalement conduit à un diagnostic de dépression et de schizophrénie progressive. 8 ans après le crime, le 14 juin 2004, Francisco Arce Montes a été condamné à 30 ans de prison pour l'abus et l'assassinat de Caroline Ann Dickinson. Une audience civile a également eu lieu après le verdict, où l'accusé a été condamné à verser 100 000 € à la famille Dickinson, ainsi qu'aux frais de justice de 15 000 €. Mais le salaud d'une cinquantaine d'années
pourra être libéré en conditionnel après avoir purgé un tiers de sa peine, même si le parquet avait requis la réclusion à perpétuité contre lui, avec un minimum de 25 ans de détention obligatoire. Il est également indiqué que sa défense a fait appel pour s'expliquer et dire la vérité, entre guillemets, à la famille de Caroline. Car le criminel a voulu proclamer que la mort de la fillette était un accident. L'accident, c'est la naissance de ce fils de Psyre. Selon sa version, il a bouché la bouche de Caroline Dickinson avec du coton pour que l'adolescente ne crie pas pendant qu'il abusait d'elle, mais il n'a jamais eu l'intention de la tuer. Mais quelle ordure, les non? Prendre une adolescente seule dans sa chambre, abuser d'elle et dire que sa mort était un accident. Mec, mon Dieu, est-ce que les gens se mettent à la place des autres, hein? Enfin, je réfléchis à voix haute ici. Bon. Il a aussi dit qu'il comprenait la douleur et le désir des proches que Caroline soit aujourd'hui avec eux. Alors, il voulait simplement dire que ses actes étaient horribles, mais pas prémédités. Il voulait seulement qu'elle ne crie pas. En résumé, entre guillemets, j'ai fait quelque chose d'horrible. J'accepte, mais je veux avoir la possibilité d'avoir un jour une vie normale. S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir en prison. Aïe, aïe, aïe. Les sources disent, les gars, que pour lui, la façon dont il se voyait, c'était comme une sorte de super-homme intouchable sous l'effet du whisky et des antidépresseurs. Et que la profanation silencieuse de jeunes filles endormies pouvait toujours être expliquée comme une erreur honnête, entre guillemets. Et il est certain qu'il a agi ainsi pendant plus de 30 ans, toute sa vie adulte, entre 1974 et 2011. Quelques minutes après que le verdict ait été prononcé, Monsieur Dickinson, le père de la victime, s'est levé sur les marches du tribunal et a déclaré qu'il souhaitait remercier en son nom, au nom de son épouse et de sa fille, car après 8 ans de recherche de justice, il voyait cela se réaliser. Selon le père de Caroline, il y a eu des moments où il s'est senti abattu et sans force, mais il n'a jamais eu envie d'abandonner. Il a également exprimé beaucoup de gratitude envers les soutiens de la famille et a reconnu qu'il y avait d'autres victimes qui ont fait preuve de générosité envers Caroline en témoignant lors du procès. D'autres filles et leurs familles méritent aussi justice. La sœur de Caroline a ajouté ceci. Tout a été pour Caroline. Bien que sa vie ait été courte, elle était heureuse et avait une vie pleine de promesses devant elle. Nous avons de merveilleux souvenirs que nous chérirons et elle ne sera jamais oubliée. L'écrivain Winsley Clarkson a fait un récit sur la vie de Francisco Arce Montes, de sa première attaque sur une jeune fille qui lui a donné un enfant, à son règne de terreur transcontinentale. On l'appelle l'homme-loup, un solitaire rejeté avec une addiction à blesser les jeunes filles. Selon l'auteur, Francisco a le sang d'autres victimes sur les mains. Et pour toutes ces raisons, il serait plus approprié qu'il n'ait jamais l'occasion de sortir de prison, n'est-ce pas? Parce que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne recommence, s'il en a l'occasion. Je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui, mais ce type, il ne vieillit pas dans le sens de se flétrir. La volonté de mal choisir persiste au fond de l'âme. Le corps, peut-être, mais l'esprit. De nombreux cas prouvent que je ne mens pas à ce sujet. Et puis ce type sort parce qu'il y a une loi laxiste qui fait qu'il n'a besoin de purger qu'un tiers de sa peine. Et il commet à nouveau une atrocité de ce genre. Je me demande vraiment, tu vois? Le sang est-il seulement sur ses mains? Eh bien, l'espace thérapeutique dans les commentaires est là pour qu'on puisse discuter de cette affaire ou de ces affaires. Merci beaucoup pour votre compagnie, bisous du roux. À bientôt pour le prochain épisode.